Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial concernant l'événement de la comète du moment, bien évidemment la comète Neowise. C'est une comète qui a surpris tous les astronomes du monde entier puisqu'elle a été découverte seulement le 27 mars 2020 et en fait, à son passage au plus proche du Soleil, le 3 juillet, à peu près à la distance Soleil-Mercure, eh bien, elle a trouvé un éclat extraordinaire puisqu'elle est en réalité visible à l'œil nu et elle a même été vue à l'œil nu depuis Paris. Et donc aujourd'hui, je vous propose un épisode pour parler de cette comète, comment l'observer, comment la photographier, quelques petits conseils pratiques. En vous donnant toutes les cartes, voilà, en fonction, alors c'est des cartes pour Paris, mais valables globalement pour toute la France métropolitaine et à peu près, voilà, il suffit de s'adapter un tout petit peu plus tôt, un petit peu plus tard, en vous donnant la direction, la carte vis-à-vis des constellations, etc., tous les conseils pratiques pour pouvoir profiter de ce spectacle extraordinaire, puisque ça faisait probablement 25 ans qu'on n'avait pas vu une comète aussi brillante, bien évidemment depuis la comète Hale-Bopp. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors première question déjà, pourquoi elle s'appelle Neowise? Neowise en fait, c'est le satellite WISE de la NASA, on dit bien NASA puisque Space Administration, et donc c'est le Wide Infrarouge Survey Explorer Space Telescope. Et en fait, en 2013, la mission de ce télescope qui servait à faire de l'observation du ciel profond dans l'infrarouge a été rebasculée sur la découverte et la recherche des objets proches de la Terre, c'est-à-dire les Near Earth Objects. Donc ça fait Near Earth Object, ça fait NEO, et on a repris WISE bien évidemment qui était le nom d'origine du télescope. Et donc la coutume c'est que soit le nom de la personne qui a découvert la comète, soit le nom du système, du télescope qui a servi à découvrir cette comète, prend le nom. C'est pour ça qu'on trouve les noms habituellement de Pan-STARRS, de Atlas, etc. Et donc là, c'est une comète découverte par le satellite Neowise. Elle a été découverte le 27 mars dernier, donc c'est tout à fait récent. C'est une surprise et en réalité, c'est une comète qu'on ne connaissait absolument pas. Tout simplement parce que sa période est estimée entre 4500 et 6500 années à peu près. Donc bien évidemment, personne ne l'avait encore vue de mémoire, on a envie de dire. C'est une comète rétrograde, voilà, il faut le dire, c'est-à-dire qu'elle ne tourne pas autour du Soleil dans le sens habituel des autres, des planètes que nous connaissons, bien évidemment. Et on notera que finalement son évolution est quand même très très décalée en termes de plan d'orbite, est vraiment très très décalée par rapport à l'écliptique. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est à peu près stable, parce que sinon, si elle est à peu près sur le plan de l'écliptique, elle aurait été éjectée d'une façon ou d'une autre. Donc elle sera au plus proche de la Terre le 23 juillet 2020, et aujourd'hui elle est à peu près de magnitude 1,7, donc c'est une très très belle magnitude, un très bel éclat. Ça signifie donc qu'elle est observable clairement à l'œil nu en dehors des villes, et dans certaines conditions éventuellement elle sera visible depuis les villes. Donc c'est vraiment important de pouvoir s'y arrêter. Comme vous pouvez le voir, eh bien, je suis dans un autre endroit de mon appartement puisque je suis côté nord et ouest, donc vraiment face au côté nord-ouest, avec le photostroke d'un côté, avec le Sony A7R II, avec le Samyang 135. Je ferai aussi également des prises de vue tout simplement avec l'iPhone parce qu'on arrive à la photographier avec un iPhone. Mais je vous propose déjà de voir ensemble, un peu en 3D, quelle est l'orbite de cette comète pour un petit peu mieux comprendre la trajectoire qu'elle va ensuite avoir devant nous face finalement à la voûte étoilée et au Soleil. Donc si vous voulez avoir des infos sur une comète, vous allez sur le site The Sky Live et vous cliquez sur l'onglet comète. Là, vous avez toutes les comètes du moment classées par ordre décroissant de luminosité. Celle qui nous intéresse, c'est 2020 F3 Neowise, c'est la première. Là-dessus, vous allez avoir pas mal d'informations. Vous allez pouvoir avoir la constellation en cours, ses coordonnées actuelles, à l'instant en temps réel, la magnitude observée, la magnitude éventuellement calculée par le JPL, donc le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Vous avez une carte globale de la position de votre comète vis-à-vis des constellations en temps réel.
vous avez une carte plus rapprochée par rapport aux autres étoiles et vous avez même une vue extrêmement rapprochée par rapport à un fond étoilé photographique. Ça peut être très utile pour rechercher des astéroïdes. Ça ne va pas nous intéresser ici. Vous avez une estimation de la distance entre la Terre et donc l'astre que vous recherchez. Donc on peut retrouver à partir de ça que le plus proche sera aux alentours du 22-24 juillet, là, voilà, cette année. Et on peut continuer également à regarder une estimation de la magnitude visuelle de votre comète. Et là, en l'occurrence, elle est plutôt chiffrée aux alentours, voilà, de magnitude 2, aux alentours du 2, 4, 6 juillet. Donc là, attention, elle peut risquer de commencer à décroître puisqu'elle s'éloigne du Soleil à grande vitesse. Et enfin, surtout, ce qui va nous intéresser, c'est un simulateur tridimensionnel du système solaire. Et donc, c'est à partir de là que nous allons étudier un petit peu notre comète. Donc, pour comprendre un petit peu notre système solaire, eh bien, on va essayer de comprendre déjà l'orbite, voilà, de notre comète. La première chose qu'on va essayer d'observer ensemble, c'est son inclinaison par rapport à l'écliptique, et vous pouvez voir que l'inclinaison est de l'ordre de 45 à 50 degrés à peu près. Et comme on l'a dit, l'orbite est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle va dans ce sens-là, le sens finalement des aiguilles d'une montre, alors que les planètes, vous le savez, donc circulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si on s'éloigne, vous pouvez voir que par rapport au système solaire connu et aux différentes planètes connues, eh bien, la distance de notre comète va quand même sacrément loin par rapport à l'orbite de Pluton, de Neptune, etc. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on ne la connaissait pas, puisqu'elle venait quand même d'assez loin. Alors qu'il y a quand même beaucoup de comètes que l'on connaît, qui sont des comètes qui voilà, gravitent entre l'orbite de Jupiter et l'orbite de Mars. Ce qui va nous intéresser pour comprendre notre orbite, c'est de comparer la position et le mouvement relatif de la Terre d'un côté, de notre comète de l'autre, par rapport au Soleil. Alors, par rapport au plan de l'écliptique, le matin, vous avez un plan qui est globalement un petit peu comme ça. Et donc, finalement, vous avez le Soleil qui se lève comme ça, avec un plan de l'horizon comme ça. Le soir, par contre, l'ensemble se couche avec un plan incliné comme ceci. Et vous allez voir donc que le matin, notre comète va à peu près suivre finalement l'horizon, et puis ensuite venir plonger vers l'horizon, alors que le soir, elle va commencer à décoller sacrément vers le haut. Voilà donc ce que ça peut nous donner. Donc vous pouvez voir que le matin, elle suit globalement parallèlement l'horizon. Par contre, le soir, elle commence à s'éloigner quand même, voilà, à se décoller par rapport à notre horizon, que l'on ne voit pas bien évidemment ici, mais que l'on va voir ensuite dans les animations. Vous voyez, 23-24 juillet, on peut voir que là, elle va commencer à devenir sacrément haute par rapport à l'horizon le soir, alors que le matin, eh ben, elle sera vraiment, voilà, elle sera en train de se coucher complètement. Voilà. Et on arrive à la fin du mois de juillet. Clairement, au fur et à mesure que l'on va rentrer dans le mois d'août, c'est pour ça qu'on s'arrêtera au 31 juillet dans cette analyse, elle va s'éloigner énormément, mais sa luminosité va énormément diminuer également en proportion finalement de sa distance au Soleil. Vous pouvez voir que voilà, début août, elle est à la distance quasiment d'une unité astronomique voilà, du Soleil. Donc là, forcément, début août, forcément, sa luminosité va commencer à décroître sérieusement. Alors attention à l'illusion 3D, forcément, elle va très très loin, bien évidemment. Ça, c'est une question après de perspective. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement, le site The Sky Live est une référence et je vous invite vraiment à surveiller régulièrement ce site, puisque c'est là où vous trouverez à chaque fois trié par ordre de luminosité décroissante les astéroïdes, les comètes, etc. Donc c'est vraiment le site de référence. Vous pouvez également avoir finalement le positionnement temps réel de cet astre que vous recherchez. Si vous cherchez vraiment quelque chose de très très peu lumineux, ça peut vous servir carrément de comparaison aux photos du ciel profond. Mais effectivement, voilà, ça peut vous donner aussi la carte en temps réel. Donc je vous propose déjà de voir un peu la trajectoire. En fait, la trajectoire, vous l'avez devant vous qui s'affiche. Donc à partir du 2 juillet, etc., elle était déjà dans la... Voilà, elle passait de la constellation du Taureau à la constellation du Cocher. Elle est passée pas très loin de M37, puis elle continue son évolution pour traverser la constellation du Lynx, et ensuite la constellation de la Grande Ourse, mais plutôt côté sud, plutôt au niveau des pattes de la Grande Ourse. Alors si je vous montre effectivement cette carte-là, ça va pas tellement vous parler forcément, parce qu'il y a des zones qui sont très éclairées par le soleil, ou qui vont être au ras de l'horizon et tout ça. Donc
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir donc la trajectoire de notre comète jour par jour à partir donc du samedi 11 au matin, et on va voir un petit peu. Donc c'est dans un premier temps, on va regarder ce qui correspond à l'aube astronomique, c'est-à-dire que le soleil est à 12 degrés en dessous de l'horizon environ, donc le ciel est encore suffisamment obscur, et c'est vraiment le moment de pouvoir faire des photos. Vous avez là en haut à gauche la hauteur qui vous est indiquée, en haut à droite vous avez l'heure et la date qui vous sont indiquées. De toute façon vous les avez sur le menu principal. Donc si on parcourt un petit peu notre trajectoire, vous allez voir que au départ, on est vraiment plutôt est-nord-est, on va dire, et ensuite, au fur et à mesure, notre trajectoire va évoluer. Donc voilà, le 12, le 13, le 14, vous voyez qu'elle monte un petit peu. On se retrouve à 10,8 degrés. Donc ça, c'est le mercredi 15 à 4h28 du matin, et on est vraiment pile poil au nord-est. Ensuite, à partir de ça, toujours avec la même hauteur du soleil au-dessous de l'horizon, au-dessous de l'horizon, elle va commencer à s'abaisser voilà, au fur et à mesure, et vous allez pouvoir voir qu'effectivement voilà, à partir du 22, 23, là elle commence à devenir franchement très très basse et de plonger, et donc là c'est plus le matin qu'on va chercher à l'observer. De la même façon, on va regarder cette fois un petit peu plus tard le matin à ce qui correspond à l'aube civile. Le soleil est à peu près à 6 degrés en dessous de l'horizon, donc là la lueur du jour commence à devenir beaucoup plus présente. Il est encore possible de l'observer. Là vous pouvez voir qu'elle sera déjà, donc samedi 11, à 15 degrés au-dessus de l'horizon, toujours côté nord-est, plutôt est là pour cette période-là. Et donc là, vous pouvez voir que de la même façon, on progresse jusqu'à 15,7 le mardi 14. Et ensuite, elle va commencer à replonger tout doucement au fur et à mesure des jours, donc le 18, etc. Le 19, là, on n'est plus qu'à 12 degrés au-dessus de l'horizon, etc. Elle commence à plonger. Donc en fait, j'ai envie de dire, le milieu du mois de juillet, elle est encore observable le matin, bien évidemment. Ensuite, on va s'intéresser le soir, 22h34, c'est l'heure donc du crépuscule civil. Le soleil est à 6 degrés en dessous de l'horizon, et vous pouvez voir que déjà dès le vendredi 10, donc ce soir, elle est déjà au-dessus de l'horizon, à 7 degrés au-dessus de l'horizon. C'est encore un petit peu bas, mais vous allez voir qu'avec les jours, elle prend 2 degrés simplement entre le 10 et le 11. Voilà, 11 degrés, 13 degrés le 13, etc. Donc elle progresse très très vite le soir, et donc elle commence à devenir vraiment intéressante à observer le soir. 19, 21, 23, 25, 27 degrés. Donc une comète qui est à cette hauteur-là au moment du crépuscule civil, vous allez avoir quand même un minimum de temps pour la photographier, surtout qu'elle est assez haute encore en déclinaison, et donc elle ne va pas plonger immédiatement contre l'horizon. Voilà, 27, 29, 30 degrés au-dessous de l'horizon, le 22, etc. On a 35. Voilà, le maximum, c'est le 28 et le 29 à 35,4 degrés au-dessus de l'horizon. Maintenant, si on regarde à l'heure donc du crépuscule nautique, cette fois le soleil est à 12 degrés en dessous de l'horizon. Donc là, on peut commencer vraiment à faire de la photo type un peu ciel profond, à faire des poses un peu plus longues, etc. Et là, vous pouvez constater qu'elle va monter là aussi assez vite, 14 degrés au-dessus de l'horizon, donc le 16, le 17, 16 degrés, 18, 19, 21 degrés à partir du 20, etc. Donc vous pouvez voir qu'elle devient de plus en plus haute, là encore. La question, ça va être finalement quelle va être sa luminosité à ce moment-là. On a dit que la plus grande proximité à la Terre sera le 23. Donc le 23 au soir, à 23h17 pour Paris, elle sera à 24 degrés au-dessus de l'horizon. Donc là, clairement, c'est l'occasion rêvée pour la photographier, surtout qu'on est sur la période de la nouvelle lune. Donc voilà, on aura passé un petit peu la nouvelle lune, ce sera un fin croissant. Là, il y a l'occasion de faire des photos absolument superbes avec peut-être un beau rapprochement. Là, on a vraiment des opportunités vraiment super sympas. 23, 24, 25, vous pouvez constater, voilà, 26 degrés au-dessus de l'horizon à 23h10 le 30 juillet. Donc on a vraiment des bonnes opportunités pour pouvoir photographier cette comète.
Alors si vous voulez la photographier, on va essayer de se prendre quelques exemples si vous le voulez bien. Ça va nous permettre aussi de prendre un petit peu quelques comparaisons. Cette comète, elle est photographiable avec tous les appareils photo numériques aujourd'hui. Avec un smartphone, particulièrement si ce smartphone vous permet ces petits modes finalement d'un petit film de 3 secondes, et puis ensuite le smartphone va essayer d'aligner les photos pour les additionner, et donc avoir finalement une meilleure luminosité globale, une meilleure sensibilité. Bien évidemment, un appareil photo réflexe, pas besoin d'un appareil haut de gamme, pas besoin d'avoir un objectif ouvert à deux, etc. Vous allez pouvoir la photographier parce qu'il suffit d'un temps de pause finalement de quelques secondes. Plus la focale sera courte, bien évidemment, plus le temps de pause pourra être long. Donc si vous voulez faire une photo avec un filet dont on peut se permettre, par exemple un filet de simplement 1 seconde d'arc, je vous montre le tableau que vous connaissez sur la chaîne, on l'a déjà vu. Et donc vous faites le croisement entre la ligne qui correspond à votre imageur et la colonne qui correspond à la focale de votre objectif. Et à ce moment-là, dans la case, vous avez le temps de pause maximum à retenir pour avoir un filet simplement de 1 pixel sur votre capteur. Si vous voulez vous autoriser un filet de 3 pixels et c'est tout à fait tolérable, et bien là, à ce moment-là, vous pouvez multiplier par 3 ce nombre. Et donc là, vous allez voir que vous n'avez pas forcément besoin de motorisation. Même avec une focale de 100 mm, ça peut passer. Donc je peux vous donner quelques exemples. Là, on a une photo de Cédric Ladger. Cédric l'a photographié le 9 juillet depuis Toulouse. Il nous dit, malgré sa magnitude estimée à 2, je ne la voyais pas à l'œil nu, peut-être à cause de la pollution lumineuse. Par contre, elle apparaît très vite sur les photos. Voilà. Et de toute façon, avec une paire de jumelles, vous n'allez pas avoir de difficulté pour la voir, il n'y a absolument aucun souci. Une très belle photo de Cyril Calvet. Donc là aussi, c'est une belle photo à 5 h du matin. Voilà, une autre photo, ça c'est le spectre fait depuis l'Observatoire astronomique de Libyen, toujours par Cyril Calvet. Une photo là, une autre photo encore de Cyril Calvet avec la ferme fortifiée de l'Effondré à Saint-Clément-sur-Guye, donc en Saône-et-Loire. Là, magnifique aussi. Vous voyez que vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir un énorme télescope pour faire une jolie photo de cette comète. Avec un premier plan, il y a moyen de faire des trucs hyper sympas. La comète est tellement grande, elle est tellement présente que là on peut travailler aussi avec à peu près toutes les focales. Là on comprend bien cette photo a été prise avec plutôt donc une courte focale et ça donne déjà un très joli résultat. Très belle photo d'Emmanuel Paoli qui lui a même valu l'APOD ou même de passer sur donc un article sur le France 3 de sa région ou même je crois en Russie. Cette photo elle est juste extraordinaire, rien à redire, avec des nuages noctulescents. Voilà, je vous avais fait un live en fait dans la nuit de dimanche à lundi avec les noctulescents. Moi j'étais tout simplement ici pour tout vous dire. Sauf que la nuit je me suis pas relevé pour essayer de tenter de photographier la comète et je le regrette énormément. Ensuite on va continuer avec une photo de Franck Apollo Gazo. Là aussi une très belle photo avec simplement un premier plan. Vous voyez que malgré des maisons, on arrive quand même à la photographier parce qu'elle est quand même suffisamment haute. Donc ça c'est à noter pour ceux qui habitent dans des pavillons par exemple. Très très belle photo ici prise donc par Georges Belin depuis le Mercantour. Là aussi une bonne idée de contexte avec une jolie montagne. Photo prise par Guillaume Cana qui nous montre que sa queue, alors on n'a pas parlé de la constitution d'une comète, sa queue fait au moins 5 secondes d'arc, et voire même il y a une deuxième photo de sa part, où là il nous compare les deux queues de cette comète, donc ces deux queues nous montrent bien qu'il y a à la fois une queue de poussière, mais également une queue dite... une queue ionique et aussi une belle chevelure sur la comète, donc on est vraiment sur quelque chose de spectaculaire concernant cette comète. Là clairement il n'y a pas à hésiter. Cette comète n'est pas en reste, elle a été photographiée depuis l'ISS, on reconnaît très bien les Pléiades et les Hyades, donc voilà, et même la constellation du Cocher, donc c'est assez spectaculaire comme rendu, je pense qu'elle doit être vraiment surprenante à observer depuis l'ISS. Petite photo de Jean-Baptiste Feldman, là aussi, très très belle photo, avec du matériel simple. Vous connaissez Jean-Baptiste, vous avez un épisode un peu d'interview de sa part. Donc là, c'est à côté d'une forteresse du XIIe siècle de Murol en Auvergne. Photo de Jean-Luc d'Auvergne avec les noctulescents, prise depuis Paris tout simplement.
Voilà, une autre photo aussi prise au-dessus des immeubles parisiens, on arrive à la voir depuis Paris, donc voilà, pas de souci. Très belle photo ici donc de Jean-Luc Robin, magnifique, avec là en tirant bien sur les curseurs, là on peut très bien voir les deux queues, donc la queue de poussière à droite et la queue donc ionique sur la gauche. Une petite photo de Lionel Parmigiani avec l'ISS. Il y a l'occasion de faire tout simplement, si vous avez un passage ISS compatible, j'ai envie de dire, par rapport à la position de la comète, on peut faire tout à fait ce genre de petite vue assez amusante. Voilà, une photo de Mathieu Toury aussi. Donc une photo où on voit bien qu'elle est très haute par rapport aux immeubles, et ensuite une deuxième photo donc faite avec son télescope de 200 mm de diamètre. Alors cette deuxième photo de Mathieu est hyper intéressante parce qu'elle nous montre quand même assez bien voilà, la partie centrale, vraiment le lien entre la coma, donc qui est cette boule un peu de gaz, de poussière qui entoure le noyau de la comète. Le noyau il est très très petit en réalité sur une comète, il fait juste voilà, quelques kilomètres. Par contre, la coma, qui est cette boule qui entoure la comète, peut faire carrément la taille de Jupiter. Donc elle est beaucoup plus grosse que la taille de la Terre, carrément. Et on peut voir quand même que la queue, et là en l'occurrence c'est la queue de poussière, et bien que cette queue de poussière semble partir vraiment déjà quasiment un peu en deux. Est-ce qu'elle va carrément se séparer en deux queues? Ça s'est déjà vu par le passé, mais là on ne sait pas dire, mais en tout cas elle est très intéressante cette photo. Très belle photo de Sébastien Vollmer Photographie, là avec un joli premier plan, donc un village avec une église, le clocher, etc. Et la comète dessus, on a vraiment l'impression de certains dessins historiques de la comète de Halley par exemple, vraiment très très sympa. Et deux très belles photos aussi de Serge Brunier au-dessus de l'observatoire, je crois que c'est le plateau de Calerne, vraiment elles sont magnifiques, on voit les deux coupoles. Voilà, c'est un observatoire dans le sud de la France, et là on a vraiment une vue absolument sublime. Ça fait une très très belle page d'accueil pour le site de l'observatoire, c'est l'évidence totale, elle est magnifique. Petite photo de Wolfie JMP que vous connaissez, qui est abonné à la chaîne, faite tout simplement avec un smartphone, iPhone 11. Donc là ça nous donne une idée effectivement de la possibilité de la faire au smartphone, et en plus avec les noctulescents. Voilà, donc on a fait à peu près le tour des photos. Sachez qu'il existe également des filtres qui peuvent être donc utilisés sur votre appareil photo numérique. Donc ce sont des filtres astronomiques. Je ne crois pas que ça existe en EOS Clip. Ça existe en tout cas en 31-75 et en 2 pouces. Ce sont des filtres donc pour comète qui sont quand même assez chers, donc à 300 € à peu près le filtre, mais qui va permettre vraiment de bien filtrer la pollution lumineuse et de bien laisser vraiment la bande qui nous intéresse. Donc il y a Lumicon qui fait ça. Donc ça peut être une bonne idée aussi. Bon, là ça va être un peu tard peut-être pour le commander ce filtre, mais à l'avenir ça peut être intéressant. Ceci dit, cette comète est tellement lumineuse que vous n'avez pas besoin de ce filtre même en pleine ville. Je pense que là c'est assez évident sur le coup. Alors maintenant que je vous ai montré quelques exemples de photos que vous pouvez faire, vous avez bien compris que des photos faites donc plutôt avec un grand angle, pas forcément besoin de faire des traitements de blinde pour arriver à un beau résultat. Néanmoins, vous avez aussi la possibilité de faire un time-lapse et de faire plein de photos, et puis on voit la comète qui se déplace avec les étoiles qui se déplacent un petit peu, etc. Ça peut faire une animation très jolie, ça peut être extraordinaire si vous avez les noctulescents en même temps, et je crois que Jean-Luc Dauvergne a fait ça, et ça fait un time-lapse qui est juste époustouflant. L'autre possibilité, c'est de faire une photo simplement avec un télescope. En fait, vous avez 6 tutoriels sur la chaîne pour vous y aider. Un tutoriel sur la photo sur pied fixe, un peu quelle que soit la focale et calculer les temps de pause maximum, etc. Un tutoriel pour les prises de vue sur une monture équatoriale, quel que soit un peu le matériel que vous allez avoir également. Là, on veillera à faire un truc important, c'est que le matin, la luminosité va augmenter. Donc soit on adapte au fur et à mesure, soit vous allez devoir vous prendre une petite marge pour éviter de cramer complètement votre comète, et en particulier le cœur. Elle est quand même franchement très lumineuse. Et ensuite vous avez 4 épisodes sur le traitement. Ces épisodes concernent le logiciel PixInsight, mais un certain nombre des éléments de ce traitement peuvent être tout à fait faits avec un logiciel, par exemple donc comme alors il y a un petit peu de trucs, je vous mets un lien, donc je crois qu'il y a un lien pour un tutoriel manuel sur Iris, mais vous avez aussi Cyril qui permet d'automatiser un petit peu les choses.
L'idée, c'est que quand vous prenez toutes les photos d'une série, votre comète, elle s'est éventuellement déplacée et on va aller pointer le noyau de la comète sur la première photo et sur la dernière photo de la série. Comme chacune des photos, elles ont leur date, heure de prise de vue, et bien là, à ce moment-là, on va pouvoir réaligner les photos, cette fois sur le noyau de la comète. On fait une addition, on a une comète nette avec des étoiles en flou filé. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser cette fois un algorithme de réjection lors de l'empilement, c'est-à-dire de détecter que les étoiles, elles ont été finalement temporairement à ce pixel-là de l'image et à ce moment-là les ignorer. C'est ce que je vous en ai parlé au moment de l'épisode sur les satellites Starlink par exemple, ça marche très bien aussi sur les passages d'avion. Donc là, à ce moment-là, on va arriver à avoir une comète seule, sans étoiles. Dans le sens inverse, ensuite, on a la possibilité, mais je crois qu'il n'y a que PixInsight qui sait le faire, on va prendre notre comète seule et on va la soustraire à chacune des brutes. À ce moment-là, on va avoir les étoiles seules. Et comme on avait les premières images qui étaient alignées sur les étoiles, à ce moment-là, eh bien, on va faire un champ étoilé sans la comète. Et on va pouvoir reprendre notre photo de notre comète nette sur nos étoiles nettes et faire un ensemble comète nette sur étoile nette avec la totalité de la durée de la pose et donc faire une photo absolument époustouflante. Donc ça, vous avez 3 tutoriels pour vous montrer les différentes étapes pour pouvoir réaliser ces photos-là. Ensuite, vous avez un dernier épisode, un dernier tutoriel sur le gradient rotationnel. C'est un algorithme qui nous permet, en tournant un petit peu l'image et en faisant une soustraction, etc., de jouer sur le fait que la comète n'est pas strictement ronde et symétrique, etc. Et donc, en fait, ça nous aide à mettre en évidence encore mieux les queues. Donc, vous pouvez peut-être vous amuser également avec ça. Ça se fait avec Iris, qui est gratuit. Donc là, il y a moyen de faire quand même quelque chose de sympa. Tous ces tutoriels, vous les retrouvez sur la playlist qui s'appelle « Photographier les comètes » sur la chaîne Astro. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout. Vous avez donc les cartes, je vous mets quand même en lien dans la description la carte vraiment du ciel. Les applications comme Sky Safari d'un côté ou comme donc Stellarium de l'autre sont des applications qui peuvent se remettre à jour avec les bases de données du JPL de la NASA. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez récupérer les coordonnées à jour. Pensez donc effectivement à faire la mise à jour et là à ce moment-là vous allez retrouver les coordonnées à jour de votre comète, ça c'est important. Voilà, et puis reste à vous de photographier cette comète. Vous pouvez bien sûr partager vos photos sur la chaîne Astro, le groupe Facebook. Au minimum, je vous conseille de l'observer avec une paire de jumelles et si possible de la mettre sur un trépied photo si vous en avez la possibilité. Il existe des adaptateurs spéciaux. Voilà, et je vous souhaite donc une très bonne observation de cette magnifique comète Neowise qui sera à ne point manquer clairement le spectacle incontournable de ce mois de juillet 2020. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à soutenir la vidéo, voilà, la chaîne en quelques clics. Voilà, c'est grâce à vous aussi que la chaîne a franchi les 10K ces derniers jours. Donc en partageant cette vidéo autour de vous, et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.